The Bluetooth device is ready to pair. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un truc de très... Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Buntard, de faire ça. Hein. Amis réfractaires, aujourd'hui, on est le week-end et comme à chaque fois à peu près dans le week-end avec le canard, on va discuter de l'actualité. Sauf que cette fois, ça va être un format un peu bâtard, on va faire deux choses à la fois. On va se servir de l'actualité pour appuyer une théorie, une analyse, qui se résume très simplement en disant que la Macronie est face à des contradictions qui sont en train de la détruire. Et pour ça, il faut se souvenir de ce que c'était Macron en 2017. En 2017, le jeune Macron, c'était le juvénile candidat venu bouleverser l'ordre en place, apportant un renouveau dans le discours et dans le programme. Lui, c'était le gentil candidat face aux méchants du Front National. Lui, c'était l'ouverture, c'était les jeunes, c'était la justice, c'était l'Europe, c'était l'écologie. Bref, c'était l'incarnation de la bien-pensance du petit Paris bourgeois pour le renouveau de la démocratie. Et putain, qu'est-ce que c'était beau quand même, hein. Bon, une démocratie qui est à la fois financée par Rothschild et médiatisée par Bernard Arnault. C'est une démocratie un peu bizarre quand même. Bon, évidemment, tout dans le Macron à l'époque le prédestinait à ce qu'il est devenu aujourd'hui, on est bien d'accord. Mais c'est un fait remarquable que pendant toute la campagne, il s'est fait passer pour bien autre chose. Un autre chose pour laquelle des millions de personnes ont voté, ce qui n'est pas un détail. Macron était un mirage marketé, ça a bien marché, et puis le mirage a été rattrapé par la réalité. On va commencer par la contradiction la plus évidente. Emmanuel Macron se présentait en 2017 comme le barrage le plus raisonnable et le plus fonctionnel contre le Front National. Cette position va être un peu plus difficile à tenir dans un an. Tout simplement parce qu'entre-temps, la Macronie a gouverné et que c'est le bordel depuis. Hein, c'est assez simple. En gros, privilégier les intérêts des plus grandes fortunes, ça fait en sorte de paupériser au maximum énormément de personnes. Des personnes qui se sont exprimées, qui se sont révoltées, qui se sont organisées lors de très nombreux mouvements sociaux. Cette paupérisation de la population, ça fait en sorte que la Macronie ne peut pas défendre décemment son bilan économique, son bilan social, et que pour se légitimer, elle est obligée d'aller ailleurs. Pas de clivage économique, pas de clivage social, mais un bon clivage identitaire comme on les aime, cela qui permet à n'importe qui d'avoir un avis en disant n'importe quoi, un truc qui est taillé pour les réseaux sociaux, un truc qui excite les pires d'entre tous, et ce qui fout un gros bordel, quoi. Mais ça l'arrange bien, parce qu'un bordel, ça permet de légitimer un parti de l'ordre. Et c'est pratique de se présenter comme parti de l'ordre quand tu es le parti au pouvoir, quand tu peux faire des photos avec des flics et avec des militaires. Ça devient un sacré argument, un argument que n'a pas le Front National. Donc les conséquences de sa politique économique, c'est un rapprochement idéologique et pratique sur les thèses de l'extrême droite, et donc grosso merdo du Front National. Et donc vouloir lutter contre le Front National en faisant la même chose, c'est quand même une putain de contradiction. Regardons l'actualité. Rodriguez, opposant politique éborgné par la Macronie, s'est fait arrêter arbitrairement à une manifestation contre Génération Identitaire. En parallèle, dans une autre manif, l'extrême droite chante « On entend moins Clément Méric », avant de tabasser à 10 un manifestant à terre. Lorsque Action française tente de s'introduire avec violence dans un conseil régional, le ministre de l'Intérieur se tait. Tout comme lorsqu'un collectif du même ordre saccage une librairie à Lyon, ou quand 600 noms de chercheurs sont balancés sur les internets, dénoncés comme des complices de l'islam radical. Étrange, alors que son ministre de l'Éducation est si bavard quand il s'agit de dénoncer les dérives fascistes imaginaires du LUNEF. Pour rappel, le président avait invité l'ancien dirigeant d'Action française à l'Élysée en fin 2019, dans le calme, et récemment, c'est Valeurs Actuelles qui valident le combat de nos chers ministres. Évidemment, en parallèle de l'idéologie, tu as la pratique qui a suivi le même chemin. La politique du macronisme, c'est des flics plutôt que des remises en question. D'où l'achat de 170 000 balles de LBD pour anticiper le printemps social, dont 10 000 balles marquantes utilisées jusque-là aux États-Unis pour traquer les manifestants. D'où l'achat aussi de 650 drones de surveillance pour alimenter la lutte contre les manifestations. D'où la volonté d'élus de la République En Marche de mettre en place une police régionale pour renforcer le maintien de l'ordre social. Ce qui permet à la Macronie de rester au pouvoir, c'est surtout la police. D'accord ? C'est parce que face aux contestations légitimes du peuple, tu as une milice qui est prête à frapper n'importe qui est prête à traumatiser n'importe qui, à éborgner et à tuer des gens, tout simplement pour protéger le pouvoir en place. Sauf que ceux qui font ça, tu vois, c'est pas les petits gens qui sont dans les quartiers parisiens, tout ça, avec le doigt levé, t'es comme Bob l'éponge. Ceux qui osent faire de la violence et terroriser le peuple de la sorte, ce sont
les policiers qui ont adhéré à une idéologie qui n'est pas très loin de celle d'Action française. Ce qui fait que, objectivement, la Macronie résiste parce qu'elle a le soutien objectif de personnes qui sont des gens d'extrême droite. Donc, la Macronie n'a pas le choix que de tendre vers ça si elle veut continuer à compter sur la seule force qui lui permet de rester au pouvoir. Ça, plus le côté il faut cliver sur un autre truc que l'économie ou le social, ce sont les deux principales raisons qui expliquent le fait que la Macronie se rapproche de plus en plus de l'extrême droite. C'est d'ailleurs cette même police qui a délogé le théâtre de Bordeaux, et c'est cette police qui va réprimer largement ce tout nouveau mouvement pacifiste. Bref, la mutation est visible. La Macronie change de forme pour la seule famille politique qui leur reste, le bonapartisme qui mélange si bien l'autoritarisme, la posture de l'ordre et l'organisation du chaos, ce qui reste la seule chose que la Macronie s'autorise aujourd'hui à faire. D'où l'éloge d'ailleurs de Darmanin dans son dernier livre, qui a été le sujet d'une sortie médiatique de la part de Mediapart. La guerre identitaire plutôt que le retour des Gilets jaunes, et qui est toujours un traumatisme pour la Macronie, comme nous l'apprend le Canard enchaîné. Et du coup, la seule différence objective entre Macron et Le Pen, c'est le fait que Le Pen assume un peu plus pleinement son côté bonapartiste. Voilà. Et du coup, ça va poser des problèmes lorsque Macron va vouloir se poser, encore une fois, comme le barrage et l'alternative avec le Front National. Aujourd'hui, on a les preuves, on a l'histoire, on a les faits qui montrent que la Macronie tend toujours et encore plus vers l'extrême droite. Autre contradiction, la Macronie ne va pas pouvoir se vendre comme un parti démocrate qui va changer les règles et tout ça. Elle pouvait le faire en 2017 parce qu'elle n'avait pas l'exercice du pouvoir, pas vraiment, sauf que là en 2022, on a quand même quelques exemples, dont un qui montre bien le délire autoritaire de la Macronie. En octobre 2019, la Convention citoyenne pour le climat est constituée. L'idée, c'est de rassembler 150 citoyens tirés au sort pour réfléchir à des propositions qui iront nourrir une loi climat. Sur le papier, c'est vrai que c'est pas parfait, mais c'est quand même hyper stylé. Sauf que le discours du président a beaucoup évolué avec le temps. Le président dit d'abord que toutes les propositions seront retranscrites sans filtre, avant de préciser certaines conditions qui sont sorties d'un chapeau, puis il se donne le droit de rejeter 3 de ces mesures qu'il utilisera notamment pour éviter la taxe sur les dividendes. Après les 149 propositions faites par la Convention, le président précise que nombre de ces propositions devront être réécrites avant de s'emporter lors d'une interview en disant que ces propositions ce n'était pas la Bible et qu'il ne faut pas faire de reproches à ceux qui travaillent d'arrache-pied. Évidemment, là il faisait mention de lui-même. Au final, seules 10 de ces propositions seront présentées sans filtre au Parlement, comme nous le précise France Info le 8 mars. Reporter enchaîne 12 jours plus tard avec un état des lieux des différents travaux de la commission parlementaire. Adieu la lutte contre l'artificialisation des sols. Adieu la lutte contre les entrepôts Amazon. Adieu les réformes énergétiques ambitieuses. Adieu les débats contradictoires. Bref, la loi fut macronisée à grande vitesse. Mais ce qui est drôle, c'est que si les députés sont facilement manipulables, en tout cas les députés de La République En Marche, les citoyens, eux, ne se laissent pas faire. Fin février, la Convention citoyenne pour le climat a noté la transposition de leurs propositions par le gouvernement. Et en moyenne, la note qui a été donnée, c'est 3,3 sur 10, avec un beau 2,5 sur 10 quand il s'agit de savoir si les mesures prises par le gouvernement vont permettre d'atteindre les objectifs de réduction de l'effet de serre. Des citoyens capables de s'organiser sans la permission de la Macronie, à travers une association de défense de leurs propositions, qui ont fait quelque chose d'assez merveilleux il y a quelques temps. Je vous laisse regarder. On a fait le job. Maintenant, il faut que toutes les citoyennes et tous les citoyens qui croient en nos mesures nous soutiennent pour que la loi climat soit vraiment à la hauteur de l'urgence climatique. Venez le plus nombreux possible, dans la rue, dans toute la France, le dimanche 28 mars, veille de l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. Organisez-vous sur le site vrailoiclimat.fr. À dimanche. Ce qui devait rétablir la démocratie a donc fini dans la rue et a rejoint le mouvement social pour protester contre les délires autoritaires du gouvernement. Surtout qu'il faut rajouter à ça les cahiers de doléances, qu'il faut rajouter à ça le grand débat, qui n'ont tous les deux absolument rien donné et qui montrent que la Macronie ne s'attache qu'au spectacle de la démocratie sans jamais donner le pouvoir au peuple. Et comme dirait l'autre, tu peux tromper 1000 fois 1000 personnes, mais tu peux tromper une fois 1000. Tu peux tromper. Aujourd'hui, on sait que derrière la langue de bois, il se cache une bêtise. Et on a encore eu l'exemple en commission lorsque tu as l'opposition qui a proposé à La République En Marche d'inscrire un amendement pour interdire la publicité lumineuse. Variant, vous souhaitez intervenir? Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je suis surpris de lire tous ces amendements. Tout à l'heure, on avait des amendements
qui interdisait tout type de publicité de produits qui ont un impact réputé néfaste pour l'environnement. Là, on a des amendements qui proposent d'interdire toute publicité lumineuse, numérique ou supportant des affiches éclairées par projection et transparence. Tout à l'heure, il sera proposé d'interdire tous les imprimés publicitaires, mais autant y aller franco, interdisez toute publicité. Enfin, il faut assumer les choses, interdisez au bout toute la publicité. Et puis, mettons-nous à la place 2 secondes de commerçants de TPE et de PME qui ont besoin de faire la promotion de leurs produits, d'expliquer ce qu'ils vendent, d'expliquer leurs services. Si on leur interdit le papier, le numérique, le lumineux, la publicité télé, etc., mais enfin, comment on fait ? Je suis désolé, mais c'est totalement liberticide. C'est totalement en contradiction avec la liberté d'entreprendre, c'est totalement contraire à l'esprit de la propriété privée, et je suis désolé, mon modèle, c'est pas celui de l'URSS. Donc oui, moi je suis très surpris qu'on avance avec des interdictions à chaque amendement. Allez-y Franco, dites-le, vous êtes pour l'interdiction de toute publicité dans notre pays, et au moins ça sera clair. Un gouvernement incapable de réguler le marché des télécoms de la 5G, ne serait-ce qu'avec un moratoire, mais qui ose lancer des démarches judiciaires contre le média local Ricochet, qui a partagé la parole des militants réduits à soutenir le sabotage, à défaut d'avoir une voix démocratique. Un gouvernement incapable de réguler le lobby de la chasse, au point de faire partir le très libéral Hulot, au point où les meurtres ne produisent aucune réaction, comme nous le rappelle Monsieur Mondialisation. Un pouvoir qui fait semblant de prendre en considération le scandale de la chlordécone, refuse de contraindre la FNSEA comme ici lors d'une toute récente manifestation, mais qui démantèle sans hésitation la ZAD du Carnet en envoyant l'armée. Une gendarmerie protégée par la jurisprudence Rémi Fraisse, dont l'assassin ne sera pas condamné. Et comme un dernier coup de grâce, Reporter revient dans un article sur le bilan de la Macronie. Le problème, c'est même pas que rien n'a été fait. C'est qu'ils ont tout organisé, c'est qu'ils ont organisé des choses pour que la catastrophe s'accélère. Bref, on voit bien ce qu'est l'écologie pour Macron et on voit bien quels intérêts passent avant les autres. Il y a 4 ans donc, la Macronie pouvait se défendre d'être écolo. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'on a l'histoire avec nous, d'accord, qui montre bien que la Macronie n'a rien fait pour l'écologie et que la Macronie n'a rien fait pour la démocratie. Et la question, c'est qu'est-ce qui reste de Macron si tu lui enlèves son écologie et sa démocratie ? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose à part un libéral autoritaire. Une des autres grandes contradictions qui s'est levée là, c'est le fait qu'Emmanuel Macron se défend d'être le président des jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il est jeune. Voilà. Et que Gabriel Attal, il est jeune, et que même Macron, il a fait une vidéo avec McFly et Carlito, donc ça veut dire qu'ils sont pour les jeunes. Donc ça, c'est leur niveau d'argumentation. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut opposer à ça. Ça va pas être très compliqué. Bon, déjà, ce qu'il faut répéter, et ce qu'on répétera beaucoup de fois sur cette chaîne, c'est que les jeunes, ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas pertinent d'utiliser le mot jeune. Tout simplement parce que ça regroupe en un seul mot des situations économiques et sociales qui sont totalement différentes. Et du coup, tu peux pas généraliser ça en disant les jeunes. Le mec qui travaille en Henri IV avec des parents fortunés, ce n'est pas le même cas qu'un étudiant qui galère à Rennes 2, d'accord ? Ce sont des choses qui sont totalement opposées, des intérêts qui sont opposés, des situations qui sont opposées, et on ne peut pas généraliser quand tu as des oppositions de la sorte. Par contre, ce qu'on peut faire de manière un peu plus pertinente, c'est remarquer que tu as beaucoup de jeunes qui sont dans la galère, qui sont dans la misère. Et surtout, tu as énormément de jeunes qui sont étudiants, et que la plupart des étudiants sont des jeunes. Donc, on va pas parler de jeunes ici, on va parler d'étudiants pauvres. C'est beaucoup plus pertinent de parler comme ça. Ces étudiants-là, ils ont faim. Je vous apprends rien. Parce que leur compétence a renforcé la crise sanitaire au point de les rendre dépressifs. Des étudiants qui se bouffent encore des décisions insensées, comme les examens en présentiel pour les BTS, après des mois de cours à distance, des étudiants qui sont privés de RSA, mais à qui on promet du boulot qui n'arrive évidemment jamais, un foutage de gueule immense qui renforce les inégalités, affaiblissant les foyers parentaux modestes, contrairement aux familles fortunées qui assument bien plus simplement la charge d'un enfant en études. Des étudiants pauvres qu'on va retrouver bientôt dans la rue à danser pour le printemps social français. Et putain, ça va faire du bien de les voir quand même. Ça va leur faire du bien aussi de danser avec nous. L'obsession de Blanquer, ce n'est pas la misère, mais c'est le clivage pour salir les syndicats opposants, comme le ferait tout ministre de l'extrême droite. Pour lui, l'UNEF, c'est l'ultra-gauche. Alors pourquoi les écouter ? L'ultra-gauche, enfin comprenez les opposants évidemment, c'est eux qui l'accusent d'avoir détourné des fonds pour un syndicat bidon à la botte du pouvoir. Sauf que la réalité était bien là, et que le parquet ouvre une enquête pour détournement de fonds. Donc, le dialogue social de la Macronie, il est possible. Et il est même largement mis en avant.
Seulement si tu fais partie d'un syndicat corrompu qui a détourné de l'argent du ministère pour servir les intérêts de la Macronie. Par contre, si tu fais partie du syndicat historique d'opposition, là, la Macronie va demander ta dissolution pour des raisons absolument nulles et avec le soutien d'Action française. Voilà. Le dialogue social, sous certaines conditions, c'est un peu comme la Convention climat. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça mériterait une autre vidéo de se concentrer là-dessus, mais tout le délire sur la non-mixité qui est relayé étrangement de la même façon par ceux qui aiment bien Zemmour et ceux qui aiment bien Macron, comme quoi il y a des rapprochements qui se font. Au-delà de ça, on a quand même un gouvernement qui, pour un détail comme ça, propose de dissoudre le premier syndicat étudiant, qui est un syndicat historique et un syndicat d'opposition. On en arrive là quand même. Hein. Et tout ça pour faire oublier les véritables polémiques d'un ministère qui détourne de l'argent pour créer un syndicat fantoche qui soutient la Macronie et qui mime le dialogue social. On en est là, quoi. Il faut rappeler les choses. Et c'est pour ça, il me semble pertinent, personnellement, de ne pas se tromper d'ennemi et de bien appuyer là où c'est important d'appuyer. Et on résoudra les autres questions plus tard. L'ultra-gauche, c'est ceux qui organisent une distribution de bouffe pour pallier à la compétence, qui finit par se faire virer par l'administration du Crous, parce que pour Blanquer, les faits ne sont rien, tout est communication, et si misère il y a, elle doit être récupérée par le pouvoir, même si dans la réalité, la misère est toujours là, et que seuls les mensonges règnent. Comme cette fois où le ministre double les chiffres de tests organisés dans les écoles, comme nous le révèle le Canard enchaîné, ou en truquant les statistiques de contamination Covid dans ces mêmes écoles, comme le résume un article de la Dépêche. Mais forcément, la contestation est là. La contestation numérique, vu que c'est la seule qui est autorisée, que ce soit pour les contrôles continus, que ce soit par les chercheurs contre la politique de Vidal, ou encore pour demander la démission de Blanquer comme vendredi dernier ou aujourd'hui même. La Macronie est bête. Ça, c'est le grand avantage de Bégodeau, c'est qu'il remet la bêtise dans le débat. La Macronie est bête, et quand elle essaye de faire des choses, souvent ça marche pas. Et tu as cette petite tradition qui est en train de totalement disparaître de la Macronie, qui est un petit peu d'avoir un peu l'audace du conflit. Il y avait un peu ça, tu sais, avec Bourdin, avec Plenel, tout ça. Et c'est ce petit restant d'audace-là qui a poussé la toute jeune ministre de la Jeunesse à rencontrer des gens, des jeunes, tu vois, dans les quartiers difficiles de la diversité française, périurbaine, machin. Et du haut de sa bêtise, de sa prétention, elle a fait ceci. Et pourtant, ça n'a pas marché, elle n'a pas convaincu les jeunes. Non, donc du coup, elle a dû user d'un stratagème républicain, très malin. En fait, tu veux dire qu'elle les a écoutés et qu'elle a pris en compte leur avis ? Non, tu vas voir. Regarde ce qu'elle a fait, écoute. Donc moi, je vous invite à chanter la Marseillaise après ces débats, si vifs et si forts. Silence pesant, applaudissements. Et finalement, la ministre se lance. Allons, enfants, la patrie. Ah ouais, elle chante pas très bien. Hein. C'est ce qu'on appelle le séparatisme entre la Macronie et la réalité. C'était ridicule et hors sol, et ce qui est fou, c'est que la ministre est revenue à la charge récemment pour dénoncer la boîte sans projet, l'association d'Educpop qui a organisé cette rencontre. La Macronie les dénonce comme des ennemis de la République, demandant une enquête de l'inspection du travail et menaçant d'user de la future loi sécurité globale pour couper les financements. C'est à la fois ridicule et putain dangereux quand même. Voilà ce que la Macronie fait quand elle rencontre des jeunes. Et voilà ce que la Macronie fait quand on lui met entre ses mains des lois liberticides. Pendant ce temps, Mediapart nous apprend que récemment, l'ATD Quart-Monde, une institution presque centenaire conçue pour éradiquer la misère, a été exclue du Conseil économique, social et environnemental par le gouvernement. Sachant qu'il y a 2 ans, le gouvernement avait déjà supprimé l'Observatoire de la pauvreté, donc faute de pouvoir freiner la misère, la Macronie s'en rend aveugle. Ce qui lui permet probablement de continuer le sabotage. La réforme de l'assurance chômage pourrait faire baisser les indemnités de plus d'1 million de personnes à hauteur de 17% en moyenne, bien au-delà des estimations fournies par le gouvernement. Au total, c'est 1 milliard qui sera économisé sur le chômage, et ça pendant une crise économique majeure, ce qui n'est pas forcément une idée de dingue. Donc on a un appauvrissement, on a une dépression, on a l'absence totale de loi écolo, c'est un peu emmerdant, mais on a aussi des petits complots à 2 balles et des détournements pour faire valoir un syndicat fantoche, tout en demandant la dissolution du premier syndicat d'opposition avec l'aide d'Action française, et une vidéo de McFly et Carlito. Voilà le bilan qu'on peut faire de la Macronie concernant les jeunes, et encore, on n'a pris que l'actualité de ces dernières semaines. D'accord ? Il faudra faire le même travail sur les 4 ans, là, les 5 ans de Macron, et on va se rendre compte qu'il y a quand même un petit décalage, quoi. Donc autant dire que cette contradiction de président des jeunes qui ne sert absolument pas les intérêts de ce qu'on peut appeler les jeunes,
eh ben, ça va être quand même vachement apparent durant la prochaine présidentielle et que petit à petit, ce qui servait à légitimer la Macronie dans le discours va se faire rattraper par la réalité. Que ce soit les jeunes, que ce soit l'autoritarisme, que ce soit l'écologie ou que ce soit, comme on va le voir, la pertinence et l'expertise avec la crise sanitaire. Ben oui, tu sais, parce que la Macronie, c'est le gouvernement des experts, c'est le gouvernement de la compétence, c'est le gouvernement qui travaille. Et pourtant, c'est un gouvernement libéral. Et qu'est-ce que c'est un gouvernement libéral ? Ce sont des gens qui travaillent pour faire en sorte que le marché ait toujours plus d'emprise dans la société, pour faire en sorte que les intérêts particuliers de ceux qui arrivent à gagner énormément d'argent grâce à ce marché puissent être valorisés au maximum au détriment de l'intérêt commun. Donc, pour faire moins péteux, le gouvernement libéral, ça consiste à organiser le laisser-faire. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est à la portée de n'importe quel mythomane sorti de l'ENA, d'accord ? Il suffit de faire une retranscription sur la loi de ce que disent les différents lobbies et de faire de la langue de bois, de la com, tout ça, et puis ça passe. C'est à peu près ce qu'on a depuis pas mal de temps, depuis pas mal de décennies. Tout allait bien jusqu'au moment où tu as eu la crise du Covid-19, et du coup, là, le gouvernement, tout d'un coup, il devait gouverner. Il devait pas laisser faire, parce que laisser faire, c'est mettre tout le monde dans la merde. Du coup, il devait agir. Il devait agir avec compétence, avec organisation, avec planification. Ouais, ça s'est pas passé comme ça, vraiment. Les signes d'incompétence ne manquent pas. Malgré l'évidence, le nombre de lits manque. Les moyens de l'hôpital restent démesurés et sans grand soutien de l'État, Paris se retrouve encore obligé d'envoyer ses malades dans d'autres régions pour un coût exorbitant. Alternative économique analyse ces manquements et précise ceci. Nous sommes le seul pays au monde à avoir continué à fermer des lits en pleine pandémie. Certains infirmiers se sont sentis broyés. Il ne faut pas s'étonner que le nombre de postes vacants, 750 avant le Ségur, ait été multiplié par 4 depuis. Ce qui est rigolo, c'est que les soignants qui étaient dressés comme des héros, machin, eux, ils ont eu le droit à Nicole Nat pour gérer ce Ségur-là. Nicole Nat, qui est une ancienne de la CFDT qui a fait énormément de trahison sociale, c'est une personne éminente du siècle, qui était le petit réseau oligarchique français, et qui est une des premières donatrices d'En Marche d'Emmanuel Macron avant même que celui-ci annonce sa candidature. Donc ça veut dire que face à la détresse et la réalité et la misère des soignants, Macron n'a rien fait et a continué à se foutre de la gueule de ces personnes-là. Et ça non plus, ça ne s'oublie pas et ça change totalement la donne. Les contradictions du libéralisme fait que le discours de la langue de bois ne suffit pas. Fait que ce discours s'use avec le temps et que rien ne va se passer comme ça s'est passé la dernière fois. Ce n'est donc pas pour rien que la France est classée parmi les derniers pays en termes de gestion de la crise, 73 sur 98 d'après une organisation australienne. Macron défend sa politique en disant que les membres du conseil scientifique avaient tort, mais même ça, il ne peut pas le faire sans totalement transformer leurs propos, sans délibérément mentir. L'éducation nationale, elle, n'a rien prévu et elle improvise totalement des cours organisés par des pions comme le révèle Mediapart. Et pendant que notre ministre des Affaires étrangères raconte n'importe quoi sur la Russie et sur le vaccin qu'ils ont produit, le constat d'échec de notre industrie pharmaceutique est total. Sanofi a échoué à produire un vaccin malgré les très nombreux affronts faits à l'intérêt général comme nous le montre cette indispensable enquête de Fakir. D'ailleurs, le fait que la France n'ait pas de vaccin, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est pas dû au hasard. Le fait que la France n'ait pas de vaccin, c'est dû uniquement à une succession de décisions politiques qui ont mené à ce désastre-là. Le fait qu'on n'ait pas de vaccin aujourd'hui est une erreur politique dont on peut désigner facilement les responsables. Parce que comme aime à le répéter Ruffin, Macron, lorsqu'il a été élu en 2017, a fendu la foule qui l'acclamait. Pourquoi ? Pour serrer la main d'une personne, le président de Sanofi. C'est pas un hasard, c'est pas un détail. Le copinage et le libéralisme d'Emmanuel Macron a produit une situation dans laquelle nos labos, nos chercheurs n'avaient pas les moyens de trouver une solution pour la crise sanitaire qui était là. Ce qui fait qu'on est dans une situation où on dépend intégralement des autres. Malgré les échecs, l'opposition est méprisée, la contradiction est rendue moralement impossible et les décisions sont toujours prises par notre monarque. Tout empire et rien ne change. Et d'ailleurs, tout le cinéma que Macron fait sur l'Europe là, tu vois, c'est juste un constat d'impuissance là aussi. C'est parce qu'il ne peut pas faire autre chose que mendier des entreprises étrangères qui savent, eux, produire des vaccins, qu'il fait tout ce cinéma. La grande fierté française, ça aurait été de produire des vaccins fiables, testés, avec une techno reconnue et mise en libre accès pour que tous les pays du monde puissent se protéger, y compris les pays les plus pauvres. Mais non. À la place, on a un monarque
qui tente encore de nous bidonner, qui parle de manque d'ambition, comme si on ne savait pas que le manque d'ambition, c'était typiquement un élément de langage, que lui, il ne parlait jamais du réel, comme si on n'avait pas compris, en fait, qu'il se fout constamment de notre gueule. Incapable d'organiser quoi que ce soit, l'État libéral se renferme sur ce qu'il sait faire. Réprimer même si c'est inutile, même si c'est pour appliquer des règles inutiles, et même si les résultats sont désastreux, et même si ça détruit le corps social. On a 66 millions de personnes qui sont en train de vivre la violence des confinements successifs et de l'incompétence du gouvernement. Et ça aussi, c'est pas un détail. Bref, où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Tout simplement que la situation s'est transformée depuis 2017. Pour cette nouvelle campagne présidentielle, Macron ne peut plus se faire passer pour le gentil démocrate réformateur. Il ne va pas pouvoir se présenter comme un écolo. Il ne va pas pouvoir se présenter comme un expert, comme une personne compétente, comme un roi du dialogue social, comme le protecteur des petits gens, comme quelqu'un d'audacieux, comme le représentant des jeunes, ou comme, encore pire, un adversaire du Front National. Bref, tout ce qui a fait son élection la dernière fois est remis en cause par la réalité. Il ne reste que sa nature mise à nu, un libéralisme violent, bête et chaotique. Macron va passer du gendre idéal au représentant du parti de l'ordre. Et il le fait pas par choix, c'est ça qui est important, c'est ça le message de la vidéo. Il le fait pas par choix. Il le fait parce que il a en lui des contradictions qui l'ont mené dans cette situation-là. En fait, pour bien comprendre, les contradictions qui sont à l'intérieur de la Macronie, c'est la plus grande force motrice qui existe. Et c'est elle qui détermine réellement la politique de Macron. Et là, dans pas longtemps, c'est un peu en train de se passer, mais ça va s'intensifier après, il va y avoir une espèce de découragement qui va être généré et motorisé par les grands médias et par la Macronie, qui consiste à dire que l'élection présidentielle est déjà jouée, que le scénario, il va se répéter, ça va être la même chose, et Macron va se présenter de la même façon qu'en 2017. Et vu que le spectacle médiatique a énormément d'influence sur nous, on va avoir l'impression que c'est la même chose, mais non. L'histoire ne se répète pas, l'histoire bégaie. Aujourd'hui, nous avons des arguments solides à opposer à la Macronie. Nous avons l'histoire, nous avons notre vécu et nous avons 5 ans de gouvernement. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Ce qu'il faut, c'est pas espérer que tout s'arrange, mais c'est à nous de nous servir de leurs contradictions pour définitivement décrédibiliser la Macronie et faire en sorte que ces élections ne se jouent pas chez les milliardaires à la télé ou à la radio, mais que ce soit l'éducation populaire qui l'emporte. Que tout devienne incontrôlable et que ce soit Internet et la rue qui deviennent nos agoras. Contre le spectacle de l'oligarchie, il faut donc proposer la réalité sociale. Et à ces conditions, peut-être qu'on aura une fin heureuse. Enfin, ça dépend de nous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que tout est sous contrôle, il reste plus qu'à faire le job. Bref, c'était une vidéo beaucoup trop longue, j'espère que ça t'a plu quand même, que ça t'a été utile en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, à faire tout ça. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour plein de vidéos. Bon week-end à toi, des bisous et à la prochaine.